Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui arrivent, ceux et celles. Michael Poplar est professeur de la littérature anglaise et de la modernité, la première modernité, disons, à l'université de Caen-Normandie. Il a publié 2 ouvrages et plusieurs articles sur le théâtre de Shakespeare. Il va nous parler de Shakespeare aujourd'hui. Et aussi, il est spécialiste de la philosophie de Francis Bacon et termine actuellement la traduction de 3 textes littéraires baconiens, dont la nouvelle Atlantide apparaît chez Classique Garnier, ou qui est déjà... Donc, apparaître bientôt. D'accord. Et il est aussi... directeur de l'UFR de langue vivante étrangère à l'université de Caen. Merci beaucoup Penny, merci à tous. Donc, je suis ravi d'être ici parmi vous pour vous parler de Shakespeare. Alors, dans le cadre de ce grand, beau colloque qui s'annonce si riche sur le hasard, mon propos aujourd'hui visera à étudier la question du hasard sous un angle qui croise la littérature et la philosophie. Et cela, bien sûr, à partir de l'œuvre de Shakespeare. Et peut-être pour ne pas vous perdre dans une œuvre qui est vraiment immense, j'ai choisi un prisme particulier, une entrée particulière, en prenant une pièce bien connue, qui est Le Songe d'une nuit d'été. Alors pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas Le Songe d'une nuit d'été en tête, pas d'inquiétude, je vais essayer de vous prendre par la main à travers la pièce et de vous guider pas à pas à travers cette forêt enchanté qui est au cœur de la pièce, pour vous parler en même temps évidemment du hasard. Et comme vous le savez, Le Songe d'une nuit d'été est une comédie, et comme toutes les comédies de Shakespeare sans exception, l'amour est évidemment son sujet principal. Mais il semble ici que dans Le Songe d'une nuit d'été, l'amour soit surtout le jouet du hasard, car ce qui détermine les tours et les détours que prend la pièce, c'est l'amour que se vouent les 4 personnages principaux. Alors là, je vais les présenter brièvement, et puis ne vous inquiétez pas, on reviendra sur eux très souvent. Donc il y a 4 personnages principaux, 2 couples d'amoureux, 2 jeunes femmes, Helena et Hermia d'un côté, et puis 2 jeunes hommes, Lysandre et Démétrius de l'autre. Et puis, ça, c'est le premier groupe de personnages. Et puis, vous avez un deuxième groupe de personnages, le groupe des fées, qui joue justement avec les sentiments des personnages humains que je viens de citer. Mais alors, si toutes les ficelles sont tirées dans l'ombre par les fées, finalement, les fées, c'est-à-dire Oberon, le roi des fées, Titania, la reine des fées, et puis leurs acolytes, eh bien, si toutes les ficelles sont tirées dans l'ombre par les fées, où donc se trouve le hasard? Y a-t-il vraiment un hasard dans la pièce? Et quel rôle joue-t-il? Et l'enjeu de cette conférence, ce sera de montrer, ou je vais essayer de montrer, que les fées, le monde des fées, peut se lire en fait comme une métaphore de la nécessité, qui sépare et qui rapproche les êtres dans leur rapport amoureux. Peut-être même comme l'illustration théâtrale d'une thèse radicale qui sera la mienne ce matin et qui contrastera peut-être avec ce que l'on vient de voir tout à l'heure dans l'art plastique, c'est que le hasard est une illusion, que le hasard n'existe pas, et qu'il n'est jamais qu'une question de point de vue. En un mot, c'est un mot qui masque l'ignorance de ceux qui l'utilisent. Alors, c'est la thèse que je vais essayer de défendre et d'illustrer à la faveur de cette pièce de Shakespeare. Et je vais commencer par proposer une première définition philosophique du hasard tirée d'Aristote, tirée de la physique d'Aristote. Pour Aristote, le hasard est une forme spéciale de spontanéité, mais qui se rapporte au domaine concerné par l'activité pratique. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par là, ce que Aristote veut dire par là. La spontanéité et le hasard sont des causes par accident qui résultent en réalité de l'intersection de 2 chaînes causales indépendantes. Et cette définition, l'intersection de 2 chaînes causales indépendantes comme définition du hasard, va nous suivre pendant toute la durée de cette présentation. Donc je propose de la garder en tête, intersection de 2 chaînes causales indépendantes. Par ailleurs, le hasard pour Aristote, je viens un petit peu de le dire rapidement, ne concerne que les êtres rationnels. Au 2e livre de sa physique, au chapitre 6 pour être précis, il prend soin d'expliquer, et je cite là, que tout ce qui n'a pas la possibilité d'agir n'a pas non plus celle de faire quelque chose par hasard. Voilà pourquoi aussi rien d'inanimé, non plus qu'une bête ou qu'un petit enfant, ne fait rien qui soit produit par le hasard, parce qu'ils n'ont pas la faculté de choix rationnel.
Donc on a bien ici une dimension de choix délibéré. Le hasard suppose une action intentionnelle de la part d'un agent, et donc c'est parler métaphoriquement, et peut-être improprement, de dire par exemple qu'une pierre a causé un accident par hasard pour Aristote. Ça, ce n'est pas possible parce que ce sera de la spontanéité, mais ce ne sera pas du hasard à proprement parler. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que cette définition me paraît s'appliquer assez bien au jeu de l'amour et du hasard dans le songe d'une nuit d'été. Lier les deux termes de hasard et d'amour, c'est suggérer que dans la pièce, le hasard naît des jeux de l'amour et que ceux-ci, les jeux de l'amour, inversement, sont profondément tributaires d'événements hasardeux au sens que je viens de proposer. C'est-à-dire d'événements qui sont pris dans un ensemble de chaînes causales indépendantes, mais qui se croisent, mais qui se rejoignent, mais qui s'interpénètrent néanmoins. Alors, maintenant, si on regarde la pièce, que se passe-t-il exactement dans cette pièce ? Alors, je l'ai dit, il y a au moins deux chaînes causales principales. D'un côté, celle qui découle des décisions prises par les quatre amoureux, vous vous rappelez, Hermia, Démétrius, Lysandre et Héléna. Et ce sont deux couples d'amoureux à géométrie variable. Au début de la pièce, en effet, vous avez un roi, le roi Égée, qui voudrait que sa fille, Hermia, épouse Démétrius. Mais Hermia n'aime pas Démétrius, et elle refuse ce mariage qui lui est imposé par son père. Car Hermia aime en réalité un autre jeune homme, Lysandre. Donc, Hermia se rebelle contre l'autorité de son père. Et devant ce refus, qu'il ne saurait raisonner, Égée, son père, porte l'affaire devant Thésée et lui demande de trancher en sa faveur. Pour le père, pour Égée, Hermia, sa fille, n'a qu'une seule alternative. Soit elle lui obéit, soit elle épouse donc l'homme qu'il a prévu pour elle, soit elle devra mourir. Mais Thésée, qui est plus généreux, fait preuve de mansuétude et il convertit la peine de mort en obligation de chasteté. Le choix devient donc, soit elle épouse Démétrius, soit elle se retire dans un couvent. Évidemment, ça ne satisfait pas du tout Hermia, et Lysandre et Hermia décident de fuir dans la forêt et de s'y réfugier. Et la forêt forme en quelque sorte un monde intérieur, un monde protecteur, mais aussi un monde intérieur, le monde de l'intériorité, celui dans lequel toutes sortes de transformations vont se produire. Alors, donc, premier couple d'amoureux qui migrent dans la forêt, poursuivi évidemment par le deuxième couple d'amoureux, sous la forme d'Héléna et de Démétrius. Hermia et Lysandre sont tout d'abord poursuivis par Démétrius, le prétendant légitime, si vous voulez, l'époux prévu par le père, et Démétrius, évidemment ce serait trop simple, est à son tour aimé par le quatrième personnage de la pièce, à savoir Héléna. Donc voilà notre première série causale, celle qui met aux prises deux couples d'amoureux mal appariés et pourtant très obstinés. Donc voilà, vous avez Lysandre, Héléna, Démétrius, Lysandre, Hermia, Héléna, Démétrius. L'autre série causale est plus étrange et même surnaturelle, car elle implique le monde des fées, ainsi qu'une troupe d'artisans qui se trouvent être des acteurs du dimanche. Donc j'ai déjà présenté Obéron, c'est le roi des fées, et Titania, la reine des fées. Et il se trouve qu'ils sont fâchés, qu'ils sont en froid. Ils se disputent la garde d'un jeune garçon qu'ils ont recueilli après que sa mère est morte en couche. Comme dans beaucoup de comédies shakespeariennes, la mort fait planer sa sourde présence sur la pièce et lui donne une épaisseur, une résonance, une tonalité de clair-obscur qui la rend moins superficielle qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Et plus mélancolique aussi. Mais cette fois-ci, ce jeune garçon est la source de toutes les querelles qui empoisonnent la vie du roi et de la reine des fées. Et c'est lui qui sera la cause directe et immédiate de l'embrouillamini de fil, de cette rencontre entre les deux séries causales dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, les amoureux, le roi et la reine des fées, et notre troisième groupe de personnages, les artisans comédiens. Alors, j'en parlerai un peu moins dans cette présentation, mais je vais en dire quand même quelques mots. Vous avez Peter Quince et sa troupe de comédiens amateurs qui vont bientôt croiser le chemin du roi et de la reine des fées, tandis qu'ils répètent une pièce de théâtre, Pyrame et Thisbé, dans la forêt. Voilà, donc nous avons nos trois séries causales qui sont posées sur le devant de la scène, et nous avons aussi, en quelque sorte, trois mondes parallèles, si on y réfléchit. Parce que au monde des amoureux ou de Thésée et d'Égée correspond la loi, correspond la règle. Au monde des fées, Titania, Obéron, correspond, pour ainsi dire, le rêve.
Et au monde des artisans correspond l'illusion théâtrale. Et ces mondes ne sont en réalité pas parallèles, car s'ils l'étaient, ils ne se recouperaient jamais. Ils vont converger. Et c'est cette convergence qui sera méandreuse, hasardeuse, aussi emmêlée qu'une pelote de laine dévidée par un chat facétieux, qui va maintenant nous occuper. Alors là, si j'avais pu, je vous aurais montré une illustration un peu décalée de la pièce. C'est une œuvre d'art brut de Richard Dadd, mais je pense qu'elle sera, qu'on peut voir à la Tate Britain, et qui sera, je pense, dans la présentation, et qui figure bien cette pelote enchevêtrée de fils qui composent la pièce. Alors, les jeux de l'amour et du hasard dans A Midsummer Night's Dream, mon deuxième moment, consiste en cette interpénétration des trois plans ou des trois mondes, des trois séries causales en un mot, et qui est encore mise en relief, cette interpénétration, par une pratique théâtrale que vous connaissez tous, qui caractérise le théâtre à l'époque de Shakespeare, et qui est le fait qu'il n'y a pas de femmes sur scène, il n'y a que des hommes. Et donc on est obligé de doubler les rôles. Ce qui fait que vous avez un phénomène d'écho, de résonance, qui se tisse encore plus du fait qu'un même acteur joue plusieurs rôles. Et ce double jeu, pour ainsi dire, ou parfois ce triple jeu, ce processus qui consiste à redoubler les rôles, eh bien, il est inscrit au cœur même de la pièce, parce que Bottom, qui est l'un des artisans comédiens, est un artisan gourmand, vorace, qui veut jouer tous les rôles. Il ne veut ne laisser aucun rôle à ses acolytes, à ses camarades, et il prétend jouer tous les rôles. Et c'est comme une façon pour Shakespeare de se moquer de la pratique théâtrale de son époque. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans les pièces de Shakespeare, tout le temps, chaque fois qu'il est question de théâtre, c'est assez souvent, il y a une forme de mise en abîme du théâtre qui parle du théâtre, mais chaque fois que c'est le cas, c'est de façon critique. Si vous pensez à Hamlet, si vous pensez à toutes les pièces où figure une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre, vous avez une réflexion critique, ironique, un peu mordante de Shakespeare sur l'art théâtral lui-même, comme si Shakespeare se regardait avec un brin d'ironie. Donc le monde politique de la loi qui est celui de Thésée, le monde du rêve qui est celui de la forêt de Titania et d'Oberon, et le monde de l'illusion théâtrale qui est celui des artisans. Alors comment le hasard intervient-il et comment croise-t-il la route de l'amour ? Au sens strict, il s'agit d'une rencontre, il s'agit d'un carrefour, il s'agit de la croisée de deux chemins, c'est-à-dire de la rencontre de ces deux séries causales indépendantes qui convergent dans la forêt. Pourquoi ? Vous avez Lysandre, l'amoureux qui n'a pas été choisi par le père, mais qui a fui dans la forêt avec Hermia, et il se trouve qu'ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais ils ont marché, ils sont épuisés, et donc ils s'allongent dans la forêt, à un endroit donné de la forêt. De l'autre côté, vous avez Oberon et Puck. J'ai dit tout à l'heure qu'Oberon était fâché avec sa reine, Titania, et il veut se venger d'elle. Et pour ce faire, il enrôle Puck. Puck, son esprit facétieux, son fidèle serviteur, et il lui demande de trouver une certaine fleur dans la forêt. Une fleur magique, dont le suc, et là je cite Shakespeare, étendu sur les paupières endormies, peut rendre une personne, femme ou homme, amoureuse folle de la première créature vivante qui apparaît. Puck doit donc se servir de la fleur, à la fois contre Titania, pour la punir, et l'idée sous-jacente, c'est que Titania va donc être charmée, mais en se réveillant, elle va tomber amoureuse d'une horrible créature, et ce sera Bottom affublé d'une tête d'âne. Donc une partie de la pièce et de la comédie de la pièce tiendra au fait que ces deux personnages seront engagés dans une relation amoureuse grotesque, au sens propre du terme. Mais en même temps, donc d'une part, la fleur va servir à cela, mais d'autre part, elle doit servir aussi à rétablir l'équilibre des rapports amoureux entre les quatre personnages principaux. Et Oberon voudrait que finalement, plutôt que d'avoir quatre personnages qui se poursuivent et qui ne s'aiment pas réciproquement, eh bien, on arrive à une forme d'équilibre harmonieux. Et donc, Oberon charge Puck de déposer sur les yeux de Démétrius, qui rejette les avances d'Héléna, quelques gouttes de la fleur. Mais vous me voyez venir avec mes gros sabots forestiers, Puck va se tromper. Et Puck ne va pas déposer le suc sur les yeux de la bonne personne. Et au lieu de le déposer sur les yeux de Démétrius, il va déposer le suc sur les yeux de Lysandre. Et donc, il va ajouter du désordre au désordre. Mais vous voyez bien qu'ici, on a cette rencontre dont je parlais tout à l'heure. La rencontre de deux chaînes causales, la chaîne causale des amoureux, la chaîne causale des fées. Je vous cite le texte. Donc, je vous disais tout à l'heure que les deux amoureux, le premier couple, s'est couché dans la forêt.
Mais il se trouve que Héléna et Démétrius les poursuivaient. Et Héléna tombe par hasard sur Lysandre qui est allongé. Elle le rencontre donc par hasard, étendu sur le sol comme mort, et elle prend peur, elle le secoue, elle l'éveille. Et que se passe-t-il? Puisqu'il a reçu quelques gouttes du suc magique, eh bien il voit en s'éveillant Héléna. Et donc voici Lysandre qui tombe soudain amoureux d'Héléna. Il n'est donc plus amoureux d'Hermia, il devient amoureux d'Héléna, et tous les rapports amoureux sont à nouveau chamboulés. Mais qui est ici, Lysandre, à terre, mort ou endormi? Je ne vois pas de sang, pas de blessure. Lysandre, si vous êtes vivant, cher Seigneur, éveillez-vous. Et Lysandre s'éveille. Et je courrai à travers les flammes pour l'amour de toi, transparente Héléna. La nature a ici l'art de me faire voir ton cœur à travers sa poitrine. Où est Démétrius? Que ce vil nom est bien un mot fait pour périr à la pointe de mon épée. On comprend immédiatement que l'erreur de Puck ne restera donc pas sans conséquence, et c'est tout un entrelac de relations affectives qui se trouve soudain retissé. Mais le hasard ici fait plutôt mal les choses et non pas bien les choses, car si la situation initiale n'était pas parfaite, loin de là, voici que tout le monde aime quelqu'un ou quelqu'une, mais que personne n'est aimé en retour. Au début, on avait une certaine forme de réciprocité. Lysandre aimait Hermia. Et ensuite, on avait un deuxième couple qui n'était pas réciproque. Mais voici maintenant que plus aucune relation n'est réciproque. Il n'y a plus aucune forme de circularité des sentiments amoureux. Cette erreur de trajectoire, puisque Puck s'est trompé de couple, comme s'il avait, à tel moment de son parcours dans la forêt, pris la mauvaise bifurcation parmi deux choix possibles, comme s'il avait tourné à gauche plutôt qu'à droite, c'est pour ça que je parle de rencontres de séries causales indépendantes, eh bien, cette erreur cause un plus grand désordre amoureux que celui qui existait au départ. Et comme le résume Oberon, un peu plus tard dans la pièce, qu'as-tu fait? Tu t'es complètement mépris. Tu as mis la liqueur d'amour sur la vue d'un amant fidèle, Lysandre. Il doit forcément résulter de ta méprise l'égarement d'un cœur fidèle et non la conversion d'un perfide. Et toute la seconde partie de la pièce, puisque là on est à l'acte 3, toute la seconde partie de la pièce vise donc à réparer les méfaits du hasard, à remettre de l'ordre au sein de ce désordre ainsi créé par la méprise de Puck. Cependant, avant que l'ordre ne triomphe et que le hasard ne soit jugulé, le désordre est bien sûr la source d'une savoureuse comédie amoureuse, qui tient presque du vaudeville, avant l'heure bien sûr. Pourquoi? Bien parce que nous avons Puck qui résume bien l'enjeu de ce coup du sort qui ne sera effacé qu'au terme d'un chemin très tortueux où chacun passera par des états affectifs différents. Et je cite Puck. « Alors ils seront deux à courtiser la même, en effet. Tout le monde va se mettre à courtiser Héléna. Cela seul fera un spectacle réjouissant. Rien ne me plaît plus que ces absurdes contretemps. Ces absurdes contretemps, voilà une belle définition des effets du hasard dans la pièce. Dans les vers cités plus haut, ceux de l'épée, ceux où quand il se réveille, soudain Lysandre voit Démétrius comme un rival, on sent poindre des accents tragiques, que ce vil nom est bien un mot fait pour périr à la pointe de mon épée. Mais cette rivalité prend tout d'un coup un tour beaucoup plus comique, des accents comiques, lorsqu'il est question des deux personnages féminins, parce qu'il se produit ce qu'il faut bien appeler un véritable crépage de chignon entre Héléna et Hermia. Et c'est un des grands moments comiques dont Shakespeare a le secret. L'autre grand moment comique que je vous recommande si jamais vous avez le goût d'aller voir cette pièce, c'est celui de Malvolio dans La Nuit des Rois, qui est vraiment peut-être le passage le plus savoureux de toutes les comédies shakespeariennes. Alors, je vous lis un échange entre Héléna et Hermia, qui est tiré de la pièce, et vous allez voir que tout se joue autour de la question de la taille. L'une accuse l'autre, l'une laisse entendre que l'autre est trop petite, est une naine, et donc l'autre se venge en disant que la première est une grande gigue. Et tout tourne autour de cette question de taille, comme si c'était la taille qui avait été décisive plutôt que le hasard, donc, qui avait été décisive dans le choix des amoureux. Héléna, quoi? Vous voulez arracher des paroles véhémentes à ma douce langue? Ah, quelle comédienne, quelle marionnette! Alors Héléna est en position de force maintenant, puisque elle est celle qui est aimée de tous. Et Hermia répond « marionnette », puisqu'elle vient d'être délaissée par tout le monde, donc elle est furieuse. « Ah, c'est ça, c'est donc cela le jeu. Maintenant, je comprends qu'elle a fait quelques comparaisons entre nos deux tailles. Elle a fait valoir sa hauteur, et avec son personnage, sa hauteur, ma foi, elle a fait sa conquête. Êtes-vous donc montée si haut dans son estime, parce que je suis si naine et si petite?
Suis-je donc si petite, main de cocagne peinturlurée, donc là c'est là qu'elle se met à être insultante à son tour, main de cocagne peinturlurée, parle. Suis-je si petite, je ne suis tout de même pas si petite que mes ongles ne puissent parvenir jusqu'à tes yeux. Et quand la scène est jouée, évidemment, avec toute l'énergie de la jalousie, vous imaginez que ça donne lieu à des scènes assez comiques. La petitesse d'Hermia deviendra l'argument comique de la scène, à mesure qu'Héléna, par inadvertance, par malice, par vengeance, ou par tout ça à la fois, par tous ses sentiments à la fois, ne cessera d'insister sur la taille de sa malheureuse rivale. Vous pourriez croire peut-être que parce qu'elle est un peu plus petite que moi, je puis lui tenir tête. Tandis que Lysandre, avec la rage des convertis, se montre littéralement odieux envers celle que pourtant il adorait quelques minutes plus tôt. Et il lui jette à la figure ce vers « Décampé, naine, minuscule avorton, chien dent chétif, grain de chapelet, gland de chêne ». Donc ça devient assez violent. Le hasard a donc créé un véritable chaos amoureux. Le chemin de la résolution, je l'ai dit, sera tortueux, c'est Puck qui nous l'annonçait, pour des raisons qui tiennent à la fois à la nécessité de divertir les spectateurs, mais si ce chemin est tortueux, il ne sera pas hasardeux. Vous vous rappelez le hasard comme convergence de séries causales indépendantes. Pourquoi ? Parce que les 2 séries causales ou les 3 séries causales n'en font plus qu'une. Tous les personnages, en fait, agissent, ou plutôt Puck tire les ficelles de l'intrigue, et donc il n'y a plus qu'une seule série causale. Je vous rappelle que Puck avait charmé Lysandre par erreur, et Oberon se penche sur Démétrius endormi pour verser sur ses paupières un peu du suc de la même fleur, de sorte qu'en s'éveillant, il voit Héléna, dont il tombe éperdument amoureux, et maintenant, l'équilibre initial que j'avais évoqué est complètement renversé. Héléna est aimée des 2 jeunes gens, tandis qu'Hermia n'est plus aimée de personne. Le premier état de la pièce, vous aviez Héléna qui aimait Démétrius, qui aimait Hermia, et Hermia qui aimait Lysandre, et Lysandre qui aimait Hermia. Tandis que dans le deuxième état, après l'erreur de Puck, vous avez un cercle parfait. Héléna aime Démétrius, qui aime Hermia, qui aime Lysandre, qui aime Héléna. C'est-à-dire que tout le monde aime, mais personne n'est aimé en retour. C'est le désordre le plus complet. Et puis, l'ordre est réintroduit peu à peu. Après l'intervention d'Oberon, vous avez Hermia qui aime Lysandre, qui aime Héléna, qui aime Démétrius. Démétrius, à son tour, aime Héléna. Mais le cercle, comment dirais-je, les relations, l'équilibre n'est pas encore parfait. La situation est encore confuse. Et il s'agit de démêler cet écheveau en ajoutant une nouvelle intervention, de la confusion à la confusion, c'est-à-dire en égarant les 4 amoureux de façon à ce qu'ils ne sachent plus où ils sont, qu'ils se perdent de vue et qu'ils ne puissent pas s'entretuer. Et Oberon dit à Puck « Égare si bien ses rivaux acharnés que l'un ne puisse rencontrer l'autre ». Et ensuite, il suffira de changer une seule donnée de l'équation pour que tout rentre dans l'ordre. Puisque si on inverse la polarité de la relation affective qui unit Lysandre à Hermia, l'équilibre général optimal est soudain trouvé, d'un seul coup et d'un seul. Il suffit en effet que la haine de Lysandre pour Hermia, vous vous rappelez, à la faveur de l'erreur de Puck, Lysandre aimait Hermia, puis Puck se trompe, donc Lysandre n'aime plus Hermia, il aime Héléna. Il suffit de rétablir ceci en inversant la polarité du rapport amoureux pour retrouver l'amour initial et trouver en même temps l'état final de la pièce en créant ce quatuor amoureux qui soit compatible avec l'idée qu'on se fait d'un dénouement de comédie shakespearienne. Et on a alors la 4e relation, la relation finale est parfaitement harmonieuse. Héléna aime Démétrius, Démétrius aime Héléna, et Hermia aime Lysandre, et Lysandre aime Hermia. Comment accomplir ce miracle ? Eh bien, je vous l'ai dit, il suffit de dissiper l'illusion dont Lysandre est victime. Ainsi, il cessera d'aimer Héléna et retrouvera les sentiments qu'il éprouvait naturellement pour Hermia. Et le tour sera joué. En lieu et place de ce cercle amoureux, on aura bien 2 couples d'amoureux qui se vouent un amour réciproque. Alors tu écraseras sur les yeux de Lysandre cette herbe dont la liqueur a la propriété spéciale de dissiper toute illusion et de rendre aux prunelles leur vue accoutumée. Dès qu'ils s'éveilleront, toute cette dérision leur paraîtra, dit Oberon, un rêve, une infructueuse vision. Et ces amants retourneront à Athènes dans une union qui ne finira qu'avec leur vie. Et là, j'ai une deuxième image qui apparaîtra dans la vidéo où vous voyez l'état harmonieux final, le couple d'amoureux. C'est une toile de Theodore von Holst qu'on voit également à la Tate Britain. Mais il y a quand même quelque chose de troublant dans cette relation, si vous y pensez un instant. C'est que l'illusion n'est pas universellement dissipée. Hermia et Lysandre retrouvent l'amour qu'ils éprouvaient naturellement, spontanément, au début de la pièce.
Les sentiments d'Héléna, eux, n'ont jamais varié. Et si vous y réfléchissez, ni l'une ni l'autre des deux jeunes filles n'ont été trompées, leurs sentiments n'ont pas été artificiellement modifiés. Mais il en va différemment de Démétrius. Car Démétrius, lui, a subi une transformation sentimentale, amoureuse, affective. Et l'amour qu'il éprouve a tous les aspects d'une liqueur frelatée, pour filer la métaphore végétale. Dans son cas, c'est bien le hasard qui a changé la nature, ou plutôt sa nature, celle des sentiments qu'il éprouvait. Alors j'en viens à ma conclusion. Autour du hasard, donc, comme illusion, qui sera en même temps une conclusion en forme de troisième partie plus courte, mais qui devrait nous mener dans les temps. Le hasard dans la pièce, je l'ai proposé en ouverture, tient à la rencontre de 2 ou même 3 séries causales indépendantes, celle des amoureux, celle de Puck, Titania et Oberon, et puis celle des artisans, dont on a moins parlé, et qui forment l'intrigue secondaire, the subplot de la pièce. C'est parce que Puck, comme vous vous souvenez, déambule dans la forêt au rythme de ses recherches et de ses envies, tourne à gauche, ici, à droite, là, qu'il rencontre Lysandre plutôt que Démétrius, et c'est pour cette raison que l'intrigue peut finalement se nouer et se dénouer. Et on a donc bien ici un cas très proche de ce que propose Aristote dans la physique, où il évoque comme exemple type du hasard la rencontre au marché de 2 amis qui se seraient rendus chacun au marché. Je me rends au marché, mon ami se rend au marché, nous ne sommes pas concertés, mais il se trouve que nous nous y rencontrons par hasard. Et le hasard, dans la pièce de Shakespeare, est intimement solidaire de l'amour, car tout tient au parcours et aux déambulations des couples d'amoureux, ainsi qu'aux erreurs et à l'errance de Puck. D'abord, Lysandre propose à Hermia de s'allonger ici et non là pour passer la nuit. Par hasard, il se trouve que c'est ce couple et donc ce jeune homme que Puck rencontre en premier, et il confond alors Lysandre avec Démétrius et dépose sur les yeux du mauvais jeune homme le suc de la fleur magique. Mais un deuxième hasard survient, vous vous souvenez, quand une deuxième intersection causale se produit, celle qui conduit le second couple, celui formé par Héléna et Démétrius, au même endroit précisément que le premier. Et ça, c'est bien un hasard. À nouveau, des choix sont faits et Héléna et Démétrius s'allongent, pardon, ils ne s'allongent pas. Héléna trouve par hasard Lysandre allongé par terre. Alors, comme j'ai commencé mon propos par un excursus philosophique, pour une pièce qui comporte beaucoup d'excursus et beaucoup de pérégrinations, c'est peut-être approprié, je propose de terminer en citant un autre ouvrage de philosophie, non pas Aristote cette fois-ci, mais Spinoza, dans un texte qui est le traité théologico-politique. Dans la préface, c'est l'ouverture du traité, et Spinoza dit la chose suivante. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition, c'est-à-dire, ici, en un sens, de l'errance. Il s'agit donc de montrer que les hommes sont ballottés par les événements de leur vie, et que ne pouvant en comprendre la logique, ils se laissent aller à des chimères théoriques, comme par exemple l'idée que la vie est gouvernée par la fortune. La fortune ici devient une forme de figure du hasard, sous la plume de Spinoza. Et donc on sait que pour Spinoza, le hasard, cette fortune, n'est qu'une illusion. C'est la manière dont les hommes qui ne comprennent pas la situation projettent sur les choses leur façon de les comprendre. Et vous voyez que le choix est entre, je cite Spinoza, un dessein arrêté ou la fortune. Le dessein arrêté, c'est donc la bonne compréhension, ou en tout cas une règle qui permettrait de s'orienter dans l'existence, mais au-delà, derrière cette règle, on comprend que qui connaît la nature, qui connaît les causes, alors n'a pas besoin ni de superstition, ni de recourir au hasard. Le hasard, c'est simplement la méconnaissance des causes qui régissent l'univers. Et les lois de la nature, pour Spinoza, et aussi pour Shakespeare dans la pièce, sont éternelles, fixes, immuables. Il faut donc, ou on peut donc, dissiper l'illusion à la faveur d'une plus grande connaissance des choses. Dans la pièce qui nous occupe, c'est bien sûr Shakespeare qui tient le rôle du dieu spinoziste, avec cette différence importante que chez Spinoza, on ne peut pas distinguer Dieu et la nature, le créateur de son œuvre. Mais dans Le Songe d'une nuit d'été, ce qui apparaît comme un hasard n'est en fait qu'un jeu contrôlé de causes et d'effets parfaitement naturels, une concaténation de décisions et d'actions qui mènent inéluctablement vers la résolution heureuse de cette pièce, qui est avant tout une comédie. Ce qu'on interprète comme le jeu de l'amour et du hasard sert en réalité une intention comique. Et il me semble que la conclusion à laquelle Shakespeare nous conduit, chemin faisant, c'est que le hasard, en amour comme ailleurs, n'est qu'une illusion. Ce n'est, je cite Oberon, qu'un rêve éveillé, une infructueuse
vision, c'est-à-dire d'un certain point de vue, une façon de lire la situation. Il est, en quelque sorte, une chose étrange. Et étrange, chez Shakespeare, ça veut dire le plus souvent irréel. Je donnerai donc le dernier mot à Shakespeare par la voix de Thésée. C'est un passage bien connu de la pièce à la fin. Plus étrange que vrai. Je ne pourrais jamais croire à ces vieilles fables, à ces contes de fées. Les amoureux et les fous ont des cerveaux bouillants, des fantaisies visionnaires qui perçoivent ce que la froide raison ne pourra jamais comprendre. Le fou, l'amoureux et le poète sont tous faits d'imagination. L'un voit plus de démons que le vaste enfer n'en peut contenir. C'est le fou. L'amoureux, tout aussi frénétique, voit la beauté d'Hélène sur un front égyptien. Le regard du poète, animé d'un beau délire, se porte du ciel à la terre et de la terre au ciel. Et comme son imagination donne un corps aux choses inconnues, la plume du poète leur prête une forme et assigne au néant aérien une demeure locale et un nom. Il va de soi que ici, Thésée rejette tous ces contes, toutes ces fantaisies visionnaires. Il adopte en quelque sorte le point de vue de Spinoza, celui de la froide raison. Mais ce nom et cette demeure locale, que sont-ils? Dans le cas qui nous occupe, on peut se demander si ce nom, ce n'est pas justement celui d'Oberon, qui figure à lui seul, avec son acolyte Puck, les tours et les détours du sentiment amoureux. Et cette demeure locale, ne serait-ce pas la forêt d'Athènes, où se joue ce hasard nécessaire, cette attraction irrésistible entre les quatre jeunes gens, attraction qui forme la substance même de cette comédie, pour le plus grand plaisir des spectateurs et des lecteurs. Ce que Shakespeare nous montre, je pense, avec le génie poétique qui est le sien, c'est que le hasard, en tant que chose naturelle, n'est rien, mais que ce rien théorique, ce rien philosophique, est un plein poétique. Je vous remercie de votre attention. Je ne connais pas très bien la pièce, mais il me semble que le point de départ du dérèglement, c'est une erreur. Il y a un filtre amoureux qui doit être dispensé à quelqu'un et c'est une autre personne qui le reçoit. C'est bien ça? C'est ça, oui. Ça. Et à ce moment-là, ce n'est pas un accident. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de l'accidentel et qui échappe qui est purement accidentel et donc inexplicable. Et donc, je ne sais pas, je vous pose la question parce que je ne connais pas très bien cette scène. Alors, si vous voulez le présenter comme ça, bien sûr, mais mon propos était de montrer que cet accident relève en fait d'une rencontre, d'une chaîne causale, de la rencontre de deux chaînes causales. Donc oui, l'événement auquel vous faites allusion, c'est ce que je disais au début dans la première partie, c'est quand Puck dépose sur les yeux de Lysandre et non de Démétrius les quelques gouttes du suc floral de cette fleur magique. Mais il arrive là, il se trompe, si vous voulez. Alors là, vous appelez ça un accident, vous avez raison, c'est un accident, mais on peut aussi le voir comme Puck se promène dans la forêt, il doit trouver quelqu'un, il fait des choix, il va à gauche, il va à droite, et chaque choix qu'il fait forme une sorte de concaténation de raisons, finalement, d'une certaine manière. Il a tourné à droite pour une certaine raison, à gauche pour une autre raison, qu'on pourrait expliquer si on avait un point de vue surplombant, hein, celui de celui qui connaîtrait toute la nature, l'ensemble des causes. Et donc, faisant ses choix, il arrive finalement devant Lysandre plutôt que devant Démétrius. Et là, il dépose ce suc sur les yeux de Lysandre. Donc ce que vous appelez un hasard, c'est justement ce que j'ai essayé de reconstruire différemment en montrant que finalement ce n'était jamais le hasard que la rencontre de deux chaînes causales et que pour celui qui connaît exactement toutes les raisons, qui pourrait remonter suffisamment loin pour comprendre pourquoi, dans la psychologie de Puck, il a tourné à gauche plutôt qu'à droite, eh bien, il n'y a pas de hasard, le hasard n'est jamais qu'un mot, si vous voulez, comme le miracle chez Spinoza, il n'existe de miracle que pour les hommes, le miracle est un mot creux, un mot vide, ça n'existe pas, le miracle, l'ordre de la nature est toujours fixe, immuable, éternel, il n'y a pas de hasard non plus. Tout se fait selon un enchaînement de raisons. Évidemment, dans la pièce de Shakespeare, ces raisons, elles sont celles du dramaturge, qui tire les ficelles, qui sait très bien qui fait quoi et qui va où. Et c'est pour ça que je concluais en disant que ce hasard, illusion philosophique peut-être, est un rien philosophique, est un plein poétique,
car c'est à la faveur de ce hasard poétique, dramatique, théâtral, que le spectateur prend du plaisir en assistant à tous ces tours et à tous ces détours, à tous ces quiproquos, et par exemple à ce crépage de chignon entre les deux personnages féminins. Le père d'Hermia, qu'est-ce qu'il devient à la fin? Parce que quand même, c'était lui au point de départ. Il est réconcilié. Vous savez, dans les comédies shakespeariennes, on a toujours une résolution. Alors pas toujours, mais la plupart du temps, on a une réunion, une réconciliation. Et donc, tout se passe comme si la forêt avait permis de rétablir une forme d'ordre, et les désaccords initiaux se transforment en concorde finale, presque magiquement, mais si vous voulez, c'est comme si il voyait un peu la raison, et surtout, voyant que les couples sont bien appariés, c'est Thésée qui arbitre et qui rétablit une forme d'harmonie finale, et il est obligé de se soumettre d'une certaine manière. Mais on a d'autres pièces de Shakespeare où à la fin de la pièce, quelqu'un claque la porte, où quelqu'un refuse ostensiblement d'accepter cet ordre final. Par exemple, je vous citais tout à l'heure le Twelfth Night, la Nuit des Rois, vous avez Malvolio qui quitte la scène de façon très ostentatoire et très fracassante en disant « I'll be revenge on the whole pack of you ». J'aurai ma vengeance sur l'ensemble d'entre vous. Et c'est un moment très fort. Vous avez à la fin de la tempête un personnage qui reste parfaitement silencieux, dont on ne sait pas si finalement il a pu être convaincu. La tempête, c'est cette pièce où vous avez Prospero, qui est le duc, en même temps philosophe, et à la fin, il veut se venger de son frère qui l'a déposé, et à la fin de la pièce, il croit y être arrivé, mais le frère ne dit rien. Et on ne saura jamais, ou plutôt on soupçonne, et certains poètes, comme Yeats par exemple, ont réinterprété la pièce en ce sens, on soupçonne fortement que en fait, ce silence est une rumination amère. Donc il n'y a pas de résolution. Mais ce n'est pas le cas dans A Midsummer Night's Dream, qui est une pièce plus optimiste, d'une certaine manière, onirique et optimiste à la fois. Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard, donc si jamais vous avez déjà parlé de ça, je m'excuse. J'ai voulu savoir si on peut penser, vu la relation entre ces personnages et cette très belle notion de vide poétique, est-ce qu'on peut aussi l'appeler, on le mettre en rapport avec l'inconscient, dans la mesure où lorsque les causes ne sont pas visibles ou connues, et ça se reporterait sur le rapport du spectateur, l'identification de tout type de spectateur avec ce type de situation. Oui, bien sûr, évidemment, merci beaucoup pour cette façon aussi de lire la pièce sous un autre angle, finalement. Tout à l'heure, on parlait des raisons qui faisaient que Puck allait ici ou là. On peut aussi, évidemment, faire intervenir l'inconscient. L'inconscient qui est finalement une forme de détermination, comme une autre, c'est une raison. Mais il est certain qu'on a proposé des lectures psychanalytiques de la pièce et qu'elles existent, et qu'on peut évidemment proposer ce genre de lecture. C'est moins ma spécialité, donc je m'avance pas trop sur ce terrain parce que je serais rapidement dépassé, mais on peut bien sûr en faire des lectures. D'ailleurs, c'est tout un pan de la critique shakespearienne, la critique psychanalytique, donc on peut bien sûr faire intervenir l'inconscient, surtout pour une pièce dans laquelle la forêt, je vous l'ai dit, est le lieu de l'intériorité, le lieu où les choses finalement de l'ordre du psychisme invisible se passent et se démêlent. Bonjour, donc je suis le synthétiseur, Michel Viseau. Donc d'abord, merci beaucoup, Michael Popler. Et je peux vous assurer que sans slide, c'était beaucoup plus passionnant qu'avec les images que vous auriez pu montrer. Et donc c'est parfait dans ma vision à moi de vieux routier des communications. Alors la synthèse n'est pas facile parce que je pense que je fais partie des gens très nombreux qui parlent plus de Shakespeare qu'ils ne l'ont lu. Je crois qu'il y a beaucoup de références et que c'est quelque chose d'extrêmement classique. Par contre, j'ai eu le plaisir de voir quelques pièces. Et pour moi, le théâtre, dans mon personnage, je suis incapable de le lire
je suis capable de l'apprécier. J'ai passé à la Comédie Française ou au TNP quand ça existait, Le Droit à lire, choses comme ça. Donc, voilà, c'est des choses, Hamlet, ce sont des choses qui nous marquent dans le jeu, alors que pour la lecture, personnellement, et je pense pour beaucoup de gens qui ne sont pas des spécialistes, sont des choses qui nous passent quand même largement au-dessus de la tête. Et vous avez réussi à nous le faire vivre, vraiment, avec ces idées tout à fait intéressantes et qui résonnent aussi avec la science sur le hasard, c'est l'ignorance. Le hasard n'existe pas. Alors vous savez que c'est un thème de physique extrêmement partagé, etc. Et que, heureusement, M. Schrödinger a mis le principe d'incertitude qui dit que, comme on ne peut pas connaître la position et la vitesse de chaque particule à un instant donné, on est dans un phénomène statistique et donc il y a de l'imprévu. Alors est-ce que l'imprévu ou l'imprévisible est du hasard? Je pense qu'on va en débattre assez longtemps. Mais il est intéressant de voir que Shakespeare, en fait, a utilisé ces choses-là, a déjà entrevu, je dirais, dans son raisonnement sans base physique, tout l'intérêt de cette réflexion. Qu'est-ce que vraiment le hasard? Est-ce qu'une erreur est un hasard? Non, peut-être que l'erreur de personne, c'est du mismanagement, tout simplement. Il n'avait pas les éléments pour reconnaître la personne. Donc, on peut très bien imaginer, faire des exégèses aujourd'hui de ce qu'a voulu dire Shakespeare, avec une vision qui peut résonner dans nos esprits, je dirais un peu cartésiens, d'une façon différente. Mais je crois que surtout, vous nous avez fait vivre la poésie de ce texte et la poésie de cette pièce qui, en fait, met en scène le coup de foudre. Et alors j'étais surpris de ne pas entendre. Chaque fois que vous parliez, je me disais mais c'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre. J'étais surpris que vous ne le mentionniez pas parce que ça c'est de l'irrationnel qui n'a pas besoin de suc de plantes dans nos vies actuelles. Ah, ce sont des phéromone, alors des échanges. Mais cette idée, cette notion de coup de foudre qui a qui a traversé l'art d'une façon très générale, le cinéma, bien entendu. Alors, il y a toutes les séries avec Louis de Funès, bien sûr, mais qui sont pas du même niveau, mais qui sont sur les mêmes ressorts. Ce hasard, ces contingences différentes qui se réunissent, indépendantes, qui à un moment donné créent quelque chose de nouveau. Et je crois que, franchement, merci de nous avoir fait vivre ça de façon extrêmement intense. Et je crois que c'est une bonne introduction à cette réflexion collective que l'on a sur notre vision humaine, société occidentale rationnelle, surtout en France, de ce qu'est l'incertitude, ce qu'est l'accident, ce qu'est l'erreur, et qu'est-ce qui relève vraiment du hasard. Et ça, c'est une réflexion sur laquelle on n'a pas de réponse. C'est tout l'intérêt de ce congrès. C'est d'essayer non pas d'avoir une réponse, mais de tracer des voies de réflexion pour que chacun se construise sa propre vérité. Et en tout cas, merci à travers cette œuvre de Shakespeare de nous avoir fait vivre vraiment intensément l'idée du coup de foudre et que ça peut venir d'une erreur.